Édition spéciale consacrée à un jour spécial. Bonsoir, puisqu'aujourd'hui nous célébrons ensemble la journée nationale de l'armée populaire, notre armée à tous, Algériens, Algériennes, qui que vous soyez, votre âge, profession, votre place dans la société. Journée instituée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le 4 août est en effet à marquer d'une pierre blanche sur le marbre algérien, le marbre de la Révolution. C'est le 4 août en effet 1962 que l'armée de libération nationale devient l'armée nationale populaire, repère et légitimité historique, gardienne de la mémoire des Chouhada et des Moudjahidines, une armée et une institution dont l'essence est populaire. L'Algérie, pays continent, place stratégique en Afrique et en Méditerranée, avec sur fond un échiquier mondial mouvant aux strates fragiles et au bouleversement de chaque instant. On pourrait résumer tout ceci en un seul mot, défi. Les défis d'aujourd'hui qui incombent à l'ANP et ceux de demain. On va en parler, comment les prévoir justement, avec quel outil, quelle approche. La souveraineté n'est pas un vain mot, mais une veille du quotidien et de chaque instant. Par quels moyens notre armée articule-t-elle le tout pour défendre notre chère terre d'Algérie? Voilà le menu en gros de l'émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Place aux échanges. Je le disais, l'armée nationale populaire, notre représentation, finalement une partie de nous et nous faisons partie d'elle, car tout un chacun dans ce pays est fier de son armée. Ce n'est pas à mes invités ici autour de la table qui vont me contredire. On va d'ailleurs leur poser la question tout au long de ces heures d'échange. Mais tout d'abord, on les présente. Tout d'abord, Ahmed Kateb, politologue et spécialiste des relations internationales. Bonsoir, merci d'être des nôtres. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ahmed Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir, merci d'être des nôtres, Kamal. C'est moi qui vous remercie, Karim. Et puis d'autres invités viendront tout au long de notre émission. Il y a tout d'abord Radouane Khalif et d'autres invités. J'ai oublié également de présenter Mehdi Boukaouma qui interviendra à distance, docteur en sciences et relations internationales. Bienvenue. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. On attendra d'une minute à l'autre Saïd Ayashi qui ne devrait pas tarder. Mais place aux images avec le président de la République algérienne, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé cet après-midi au Cercle national de l'armée à Alger la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire, coïncidant avec le 4 août de chaque année. À cette occasion, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'hommage aux retraités de l'armée nationale populaire, aux membres de l'armée de libération nationale, aux familles des martyrs du devoir national, aux personnes aux besoins spécifiques et aux blessés graves dans la lutte contre le terrorisme. Auparavant, le président de la République a été accueilli à son arrivée au Cercle national de l'armée par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha. Le président Tebboune a passé en revue une formation de l'ANP qui lui a rendu les honneurs avant de saluer des officiers supérieurs de l'ANP. La célébration de cette journée se tient sous le slogan « L'ANP, fidèle héritière et bouclier solide ». Faisons rapidement, vous voyez les images qui s'articulent sous nos yeux. C'était cet après-midi. Voilà, célébration, félicitations. Et puis on fait rapidement un tour de table. Quelle est la symbolique de cette journée? Qu'est-ce qu'elle nous évoque en tant qu'observateur et analyste? Cette journée, finalement, elle a quoi de si important? Quelle est son importance dans l'Algérie d'aujourd'hui et d'hier? Première question, Ahmed Kateb. Alors, c'est une journée mémorable parce que d'abord, il y a cette transmission générationnelle entre l'armée de libération nationale vers l'armée nationale populaire, le 4 août 1962. Donc, on passe à une nouvelle phase de construction, d'édification du potentiel de la défense nationale, c'est important.
Et puis, il y a également cette symbolique, celle d'une armée nationale, véritablement nationale et populaire, parce que composée de conscrits, composée des enfants de ce peuple. C'est une symbolique également politique, parce qu'elle consacre le lien indéfectible entre le peuple et son armée. Et enfin, c'est une journée mémorable parce que la nation est redevable à ses enfants, est redevable à l'ANP. Donc on est dans cette symbolique toute particulière. Même question, Kamal Massali, qu'est-ce que vous évoque ce 4 août? Bien évidemment, donc on est le 4 août 62, c'était le temps, la période où l'armée a troqué, où les militaires ont troqué leur tenue de moudjahidine, djellaba ou tous les attirails des moudjahidines de l'époque, vers la tenue militaire. C'est-à-dire une transformation qui s'est opérée à cette époque-là. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une armée qui militait pour l'indépendance pour une armée qui allait construire un pays. Donc, et en plus de ça, il faut rappeler que cette transformation, elle s'est opérée bien avant, c'est-à-dire lors de la création de l'état-major en janvier 1960, c'est-à-dire déjà le concepteur, l'architecte qui était Houari Boumediene avait déjà préparé l'avenir pour cette armée sur beaucoup de plans, non seulement parce que déjà on avait anticipé ce moment-là, celui de l'indépendance. Et le 4 août 1962, nous sommes arrivés vers la construction d'une armée qui avait le besoin, parce qu'il faut rappeler qu'en 62, l'Algérie était dans un état délabré, donc la France a tout démoli, il n'y avait rien. La seule institution qui était solide et qui pouvait faire avancer le pays et qui était structurée et en plus disciplinée, c'était bien l'ANP. Donc, elle est entrée à cette époque-là vers la phase de construction parce qu'il fallait pas parer au plus pressé, récupérer les institutions, récupérer le territoire qui avait été menacé, comme on le sait quelques années plus tard par le Maroc. Donc récupérer le territoire et justement récupérer la confiance de la population et demander à ce peuple d'aller vers le travail, c'est-à-dire de se tourner cette solidaire avec l'armée pour aller vers la construction du pays qui était attendu, un défi majeur et attendu à de nombreux niveaux. Mehdi Boukarouma, ça a été rappelé, c'est un lien indéfectible entre l'ALN et l'ANP qui aujourd'hui cimente cette journée du 4 août. Même question, quels sont vos mots pour présenter cette journée selon vous? Si on parle de la journée du 4 août et surtout la relation entre l'armée nationale populaire et son peuple, il faut revenir à la révolution algérienne. Comme vos invités l'ont aussi rappelé, c'est historique et surtout, c'était le départ d'une logique d'une armée de l'ALN qui était pour un objectif de libération et de révolution algérienne. Après 1962, ça a été l'édifice de l'État algérien parce que l'armée algérienne a joué un grand rôle pour l'édifice de l'État-nation en Algérie, surtout il faut le rappeler toujours qu'elle a continué à faire la cohésion nationale par le service national, où c'était le nord et le sud, l'est et l'ouest, tout le monde participait pour l'unité nationale. Ça a été très important pour l'édifice de l'État moderne algérien et surtout, l'armée nationale populaire avec le service national, de mon point de vue, a joué un rôle très important pour la cohésion nationale et l'unité nationale. On va planter davantage le décor de cette journée spéciale du 4 août, la journée nationale de l'armée populaire, avec ce sujet signé Lemziane Zitouni. On revient juste après. La journée nationale de l'armée célébrée chaque 4 août en Algérie, date renvoyant à la création de l'armée nationale populaire, a été instituée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, en consécration du lien sacré entre le peuple et son armée et en reconnaissance du rôle de l'institution militaire dans le processus d'édification et dans la défense de l'unité et de la souveraineté du pays. Objectif, immortaliser cet anniversaire si cher, marquant la date de reconversion de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire, des forces armées tout autant issues des couches populaires d'une nation qui a pu recouvrer son indépendance, sa souveraineté et sa liberté à la suite d'innombrables sacrifices.
Consciente de l'ampleur des défis actuels et futurs, l'Algérie poursuit sans relâche le développement et le renforcement de ses capacités défensives et la construction d'une armée forte et redoutée afin de demeurer en permanence le bouclier protecteur de la patrie et le garant de son unité, de sa souveraineté et de son indépendance, suivant ainsi la voie tracée par l'Armée de libération nationale. Dans son message à l'occasion et après avoir transmis les salutations du président Tebboune, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Saïd Chengriha, a rendu hommage aux chouhada de la Révolution et aux martyrs du devoir national, soulignant que le legs de ces hommes doit être préservé pour que l'Algérie reste inébranlable face à ses ennemis. Il a également insisté sur l'importance de l'AMP en tant que garant de la souveraineté nationale. Le destin de l'Algérie, indépendante, sûre, stable et souveraine, est entre les mains de tous ses fils fidèles. L'armée restera mobilisée pour protéger la nation et ses valeurs, malgré les conspirations des ennemis. Dans une conjoncture internationale et régionale caractérisée par les tensions et l'instabilité, est parfaitement averti que la force des nations est intimement liée à la force de leurs armées, le général d'armée Chengriha a appelé les membres de l'AMP à la vigilance. Vous êtes tenus de poursuivre vos efforts avec détermination et persévérance pour que nos forces armées demeurent le bouclier protecteur de l'Algérie en toutes circonstances. Cette journée nationale est célébrée au niveau de toutes les composantes de l'AMP, déployées sur tout le territoire national à travers différents événements et activités en reconnaissance des immenses sacrifices des chouhada et des moudjahidines de la glorieuse révolution de libération, des martyrs du devoir national, des grands invalides de la lutte contre le terrorisme et des éléments de l'AMP. Voilà un sujet signé Amla Meziane Zitouni. L'ANP, c'est à la fois le legs historique, les valeurs de souveraineté, et un ancrage populaire, mais c'est surtout des valeurs, Ahmed Kateb. Évidemment, donc c'est des valeurs puisées d'abord dans notre patrimoine historique, celui des révoltes populaires contre le colonialisme. C'est également des valeurs d'humanisme. On se rappelle tous des faits mémorables de l'armée de libération nationale par rapport aux prisonniers, par rapport également aux militaires de l'autre camp. Donc il y a cet humanisme, il y a ce legs historique, il y a cette profondeur sociologique qui font de l'armée nationale populaire aujourd'hui un véritable socle autour duquel toutes ces valeurs, toutes ces notions d'unité, de bravoure, de sacrifice, d'abnégation se construisent. Et c'est ces valeurs qui sont transmises notamment à travers l'institution du service national, qui est une chose très importante, et c'est également des valeurs qui sont portées au pinacle par tous les officiers et tous les soldats de l'armée nationale populaire. On l'a vu durant les différentes étapes à travers laquelle l'armée nationale populaire a eu à être au premier rang, notamment la défense du territoire national, 1963, notamment, la défense de la République, de la nation contre l'hydre terroriste durant les années 90, mais également être aux côtés du peuple lors des catastrophes naturelles. Le Snam, Chlef 80, Boumerdès 2003, Beblouad 2001. Donc il y a tout cet effort qui est là, autour duquel se construit la nation. Et ce lien indéfectible avec le peuple, on l'a vu, l'ANP c'est plus qu'une armée, c'est presque la matrice de l'Algérie, vous le rappeliez tout à l'heure avec la séquence historique que vous nous racontiez quand même. Oui, effectivement, pourquoi ? Parce que d'abord, il fallait que l'ANP retrouve sa véritable, ou bien acquiert sa nouvelle mission, qui c'était celle de la construction. Si on revient par exemple au livre de Zakia, plutôt Safia Areski, qui est vraiment un travail bien documenté, on retrouve le cycle
qui a traversé l'armée depuis 1958, lorsque l'état-major, la création de l'état-major a été un fait très important. Parce que l'état-major avait, à la tête duquel se trouvait Houari Boumediene, il se projetait dans l'avenir. Comment? Il a déjà, en 1960, on envoyait déjà des soldats et des Algériens se former, alors qu'on n'était même pas encore indépendant. On a formé des aviateurs, on a formé des marins. Pourtant, ce sont des armées qui n'existaient pas encore. On a envoyé des Algériens se former, des soldats se former en Chine, dans le domaine de l'aviation, on a envoyé dans le domaine de la marine, on a envoyé en Égypte. Télécommunications aussi. Oui, le témoignage du général Ben Yelles dans son livre, dans lequel il raconte comment cette prise en charge, donc déjà on se préparait. On savait pertinemment que l'indépendance allait arriver, donc il fallait se préparer. Ce n'était pas quelque chose qui était anarchique. Nous n'avons pas retrouvé, nous n'avons pas tracé une feuille de route juste au son de. Elle était déjà tracée et on s'est préparé pour la construction de pays. Ce qui est venu encore confirmer ou conforter le socle qu'on vous citait, c'était le service militaire. Alors, le service national, il avait deux objectifs. Le premier, c'était de rassembler les Algériens autour d'un exercice de défense parce qu'il fallait avoir une armée de réserve. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que notre armée, ce n'est pas une armée confessionnelle, ce n'est pas une armée idéologique, encore moins ethnique, comme dans beaucoup de pays. Donc, elle n'avait pas de problème sur le plan de la cohésion. Il fallait juste que les Algériens de tous bords, de toute région, se retrouvent autour d'un idéal, celui de la construction, parce que l'autre objectif de service national était le développement. Donc on avait la mission de créer une armée de réserve pour parer à tous les risques et les dangers, et le deuxième, c'était le développement. C'est pour cela que nous sommes arrivés à voir que les soldats de l'ANP, les Djounoud et tout, construire l'autoroute transsaharienne, être présent pour la construction du barrage vert et dans d'autres projets du forage dans le sud, etc. Donc il y avait deux opérations. D'abord faire du service national une façon de l'Algérien de se rassembler autour d'un idéal, autour d'une identité. De nombreux témoignages, de nombreux écrits ont été faits, élaborés sur la question du service national par ceux qui ont voulu. Beaucoup vous disent que si ce n'était pas le service national, je n'aurais pas connu le Kabyle, je n'aurais pas connu le Mozambique, je n'aurais pas connu le Constantinople, etc. Ce qu'on appelle l'idéal républicain. C'est ça l'idéal républicain. Parce que c'était l'objectif, était de faire en sorte à ce que l'Algérien ait un idéal qui n'est pas idéologique, encore moins un idéal politique, mais c'était un idéal de construction. Le service national l'a permis et c'était déjà quelque chose qui était. Aujourd'hui, on voit le résultat, il est devenu quelque chose de très palpable à tous les niveaux. Et nous rejoint Saïd Ayachi. Bonsoir, merci d'être des nôtres. Je rappelle que vous êtes le président du comité national algérien de la solidarité avec le peuple sahraoui. Bienvenue. Merci je reviens vers vous rapidement. Je pose la question à Mehdi Boukaoua sur ces valeurs de l'ANP. Comme nous l'expliquait Kamel Mansari à l'instant, c'est cet idéal républicain. C'est vrai qu'au sein de cette institution, on ne reconnaît pas le timbre régionalisme ou l'idéologie, mais il y a surtout des valeurs d'égalité, de républicanisme. On est tous les mêmes pour l'idéal de l'Algérie finalement. Bien sûr, l'armée algérienne a fait ses preuves, surtout sur le plan, si on parle de l'armée algérienne, d'une façon, c'est une armée républicaine. Et on voit aujourd'hui, avec le bouleversement qui se passe et les crises qui se passent au niveau africain, au niveau du monde arabe, que l'armée algérienne a su faire face, surtout les plus grands défis depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il faut rappeler aussi le rôle de l'armée algérienne lors des incendies de 2021, du 2019, tout ça. Toujours l'armée algérienne était une armée républicaine, surtout maintenant face au bouleversement qui se passe au niveau mondial et au niveau international. L'armée algérienne se développe et surtout maintenant elle a entamé la phase de l'industrialisation de son matériel qui va la rendre un peu plus efficace et surtout une armée propre algérienne et surtout le lien qu'il y a entre le peuple et cette armée qui reste républicaine et qui travaille pour l'intérêt du peuple parce qu'elle est composée du peuple algérien et elle travaille pour la République algérienne. Saïd Ayachi, finalement, ce qu'on entend en substance, ce qu'on dit Kamel Mansari et Mehdi Boukaoua, c'est que cette armée populaire, finalement, c'est le peuple et elle est toujours restée près du peuple.
Que l'armée nationale populaire constitue un élément fondamental de l'État algérien. C'est un segment principal de la construction de l'édifice national, comme hier l'ALN était l'élément moteur de la révolution algérienne. Quant à sa relation avec le peuple, c'est une relation tout à fait fusionnelle. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelée populaire. C'est une armée populaire parce que tout simplement, elle est constituée des enfants du peuple. Et il y a une si belle épopée pour l'armée algérienne. Il y a même 2 épopées magnifiques qui font partie du récit national. L'épopée extraordinaire, révolutionnaire de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale, et puis donc de son héritière, l'armée nationale populaire qui, comme l'a rappelé Kamel Moussali tout à l'heure, elle a réalisé d'extrêmes œuvres de construction, d'édification de l'État algérien. Bien sûr que l'armée républicaine, cela vient d'être dit, a répondu présent chaque fois que la nécessité du pays l'a exigé, mais surtout elle reste une référence pour beaucoup de secteurs de la vie civile. Si l'on prend par exemple la formation, elle est extraordinairement excellente dans l'armée nationale populaire, comme d'ailleurs dans sa constitution, sa formation, son expérience, ses missions constitutionnelles qu'elle remplit avec beaucoup de professionnalisme, mais beaucoup d'esprit de responsabilité, sa communication à travers une revue prestigieuse, El Jish, qui chaque fois nous rappelle quelles sont les missions de l'armée qu'elle remplit avec sérieux et application. Et donc aujourd'hui, l'armée nationale populaire ne peut ne pas faire partie de cet ensemble, de cette fierté nationale qu'elle constitue pour les jeunes et les moins jeunes. En effet, quelle que soit notre opinion, cette armée ne peut que concentrer une respectabilité très profonde parce qu'il y a des soldats qui veillent sur notre sommeil aux frontières et aux 4 points cardinaux de notre grand pays. On ne se rend pas compte de l'engagement qu'il faut, de l'abnégation et du courage, de la patience et de la discipline que doit concentrer chaque soldat, quelle que soit son unité. D'ailleurs, force terrestre, navale, aérienne et gendarmerie nationale, c'est vrai que on devrait rendre hommage aussi à ces soldats qui est le Rhizium, qui est l'unité première de cette institution militaire. Évidemment, les soldats sont aux avant-postes, aux premières loges pour défendre la patrie, la nation. Ces soldats sont les enfants du peuple algérien, donc qu'ils se trouvent au fin fond du Sahara ou à des postes avancés, même pour ceux qui sont dans l'aviation, dans la marine, dans la gendarmerie. Donc c'est une armée qui s'articule autour de la nation, et la nation s'articule également autour de son armée. Il y a, si Saïd l'a bien dit, une relation fusionnelle entre ces 2 segments, et de cette relation fusionnelle découle le respect mutuel que l'un a envers l'autre. Ces soldats qui sont là à surveiller le territoire, le peuple, la nation, ses richesses, ses institutions. De jour comme de nuit, quel que soit le climat, quelle que soit la saison. Dans des climats extrêmes, au fin fond du désert. Donc ces gens-là méritent tout le respect. Et je pense qu'une journée comme celle du 4 août est une étape importante pour saluer l'effort permanent de ces enfants braves de l'Algérie. Kamel Moussali, peut-être un commentaire. Il faudrait rappeler une chose sur laquelle l'analyse doit se faire, c'est-à-dire que l'armée algérienne, l'ANP, est la colonne vertébrale de tout le système. Et il faut rappeler aujourd'hui qu'en termes de concept de modernité, c'est-à-dire l'Algérie est un jeune pays. Donc de 62 à aujourd'hui, nous sommes un État encore jeune comparé aux 174 pays qui font la planète ou qui sont membres au sein des Nations Unies. Alors, imaginez donc toute cette période de 62 ans, à partir de 1962 jusqu'à aujourd'hui, 63 ans, l'armée algérienne fait partie des 26 plus puissantes armées au monde. Et en Afrique, elle est la 2e. Donc cette force qu'elle a acquis, ce statut qu'elle a acquis, elle a acquis en fonction de quoi? Bien sûr, au niveau du fait que les populaires. Il faut rappeler une chose aussi, que lorsque on était face au terrorisme dans les années 90, à Paris par exemple, on s'interrogeait, on se disait comment se fait-il que
que cette armée a résisté. C'est-à-dire au temps du terrorisme, elle a résisté parce qu'elle était solide. Et c'est ce qui a fait dire à Charles Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, avec un peu d'objectivité, il a dit « parce que n'est pas tombé, parce que c'est une armée populaire ». Donc en étant une armée populaire, ça signifie quoi? Que chaque famille en Algérie, elle a un membre au sein de l'armée. Donc tous ces Algériens sont autour de cette armée-là. Donc ce n'est pas une armée, comme on essaye de le faire croire, qui appartient à une élite, qui appartient à un groupe. Un cercle qui est complètement coupé, en rupture de la Absolument. population. Donc c'est pas du tout ça. Donc on voit un petit peu l'évolution et les changements qui se sont faits au sein du haut commandement, que l'ANP est restée une institution à part entière. Donc il n'y a pas aujourd'hui de questionnement autour de cette question. Tout ce qui est la question qui se pose, c'est que et qui se confirme, c'est que l'ANP est une institution solide parce qu'elle est disciplinée. Elle est disciplinée depuis l'état-major, depuis l'armée des frontières, et on arrivera jusqu'à aujourd'hui, c'est dit dans de nombreux écrits. Et en plus de ça, c'est que l'ANP, elle a été plutôt le moteur de l'économie nationale, du développement, elle s'est impliquée partout, y compris parfois à ses dépens, parce que l'armée a été entraînée dans des crises ici en Algérie, notamment à la fin des années 90. Donc l'armée a dû, parce que ce qui s'est produit, c'est qu'au lieu d'être une entité à part entière, on a bien vu qu'elle a fait partie du parti, c'est-à-dire elle est devenue au sein de l'appareil. Elle est devenue une partie de l'appareil, parce que le FLN, à un moment donné de notre histoire, jusqu'à 88, il était l'appareil qui dirigeait le pays. Et l'armée faisait partie. Donc, elle était impliquée dans des crises, elle était impliquée, c'est pour cela qu'elle s'est retirée. Des défis. Reprendre, oui. Toutes les armées ont des défis, parce que, comme je vous ai dit au départ, il n'y avait aucune institution en 1960 dans l'indépendance, à part l'ANP, à part l'armée. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit que l'évolution, elle a donné lieu à une armée qui s'est largement répandue dans le pays. Elle a beaucoup de défis sur le plan sécuritaire, économique, y compris dans la participation et le règlement des conflits qui sont dans notre région. On va en parler, Kamel Mounsari. On en vient à une coupure publicitaire, deuxième partie, dans quelques minutes. À tout à l'heure. Bienvenue pour la seconde partie pour l'édition spéciale consacrée à la Journée nationale de l'armée populaire. La première partie, on a évoqué la singularité de notre armée avec ses valeurs qui plongent dans la légitimité historique populaire. On a également passé en relief que notre armée était née au creux de la Révolution. Parfois, on a presque besoin de le rappeler sans cesse, mais c'est très particulier cette armée algérienne, puisque dans le monde arabe et africain, elle est quand même respectée de son histoire et de ses racines qui plongent justement dans l'anthropologie profonde de l'Algérie, n'est-ce pas, Saïd Ayachi? Nous avons dit tout à l'heure qu'elle était l'héritière de l'Armée de Libération Nationale, et l'Armée de Libération Nationale elle-même est une très très grande épopée, je le disais tout à l'heure, parce que les premiers groupes de moudjahidines qui ont été, j'allais dire, très armés, très prosaïquement, c'est devenu vers 1962 des unités quasi bien entraînées, bien armées, disciplinées, qui ont formé donc l'Armée de Libération Nationale, qui a engagé des batailles contre l'armée coloniale et qui a remporté d'immenses victoires. Au lendemain de l'indépendance, donc, c'était cette continuité qu'il fallait d'abord, cet héritage qu'il fallait assumer, et la continuité qu'il fallait bien sûr formaliser avec l'État algérien naissant et avec surtout les objectifs qui ont été fixés et l'évolution par étapes de l'armée nationale populaire. Nous sommes passés d'une armée révolutionnaire unique dans son genre, dans le monde arabe, bien entendu, parce que précisément, elle est née dans le feu de l'action
de la plus grande révolution que l'humanité a connue, la révolution algérienne. Et elle a accouché d'une grande armée nationale de libération d'abord, mais aussi l'armée algérienne qui était donc l'héritière de la HLN s'est fixé plusieurs étapes qu'elle a traversées. D'abord l'unification nationale, la protection, souvenez-vous, la protection de l'intégrité du territoire national en 63 après, n'est-ce pas, l'agression du régime marocain. Et nous avons vu comment les unités, l'esprit de discipline et l'esprit des révolutionnaires, comment les unités de la Wilaya 3, sous le commandement du colonel Mohamed El Hajj Al-Rahmou, a rejoint le combat à Béchar et à Insafra, et comment aussi par la suite, il y a eu une programmation de la montée en cadence dans la formation, tout en assumant, parce que la HLN n'était pas que l'armée militaire, le segment militaire de la Révolution. Il y avait aussi chez le commandement, et qu'il soit le commandement suprême ou le commandement intermédiaire, une formation politique. Il y avait la formation des cadres en ce temps-là. Et donc l'armée était impliquée dans l'édification du pays sur le plan économique, sur le plan éducationnel, sur le plan de construction de l'État algérien. Et par la suite, il y a eu la professionnalisation de l'armée dans les années 80, où précisément l'armée s'est détachée de l'action politique pour se consacrer à son rôle de bouclier de la nation et de défense du territoire national, constitutionnellement parlant. Et par la suite, bien sûr, nous avons vu comment cette avancée a été faite dans tous les espaces, que ce soit la formation, la technologie, l'armement, l'aménagement au niveau du territoire, les unités, comment elles étaient réparties. Et aujourd'hui, on sent que l'armée est une référence en la matière, que ce soit sur les grandes écoles, que ce soit sur les carrières militaires. On voit comment les jeunes se bousculent pour aller dans l'armée, où le niveau est très important pour y entrer. On voit le niveau de réussite au bac des cadets de la nation. Et évidemment, cela laisse penser que c'est une référence nationale pour ce qui est de l'ANP. Mehdi Boukaouma, l'ANP, anciennement la HLN, héritière de la Révolution, l'a dit, cette ANP a toujours été actrice première d'une Algérie, finalement, qui regardait vers l'avenir. Kamel Mansari a dit qu'on avait envoyé, dans les années 60, avant l'indépendance, des jeunes se former à différents domaines, médecine, télécommunications et j'en passe. Finalement, cette ANP a toujours regardé vers l'avenir. Bien sûr, si on voit aujourd'hui l'armée algérienne, on peut dire que c'est une armée smart, dans les sciences politiques et relations internationales. Elle est en train de s'adapter aux nouveaux défis qu'il y a sur le plan international et régional. Et j'aimerais bien rappeler historiquement que l'ALN, c'est la digne descendante de l'ANP, c'est l'État algérien, la révolution algérienne, c'est le seul pays, vous pouvez dire, au monde arabe qui a arraché son indépendance avec une révolution qui a fait des millions de chouhada. Et c'est pour ça ce qui fait l'expertise algérienne. Il faut rappeler aussi que la bataille d'Alger, jusqu'à aujourd'hui, elle est étudiée dans les plus grands centres de recherche en sécurité et surtout la révolution algérienne. Comment un peuple a réussi à vaincre une des puissances de l'OTAN à l'époque. Et aujourd'hui aussi, l'expertise algérienne sur le plan du terrorisme est reconnue par toutes les grandes nations. On voit l'Africom, les États-Unis, la Chine, la Russie, tout le monde cherche à prendre de l'expertise algérienne, comment ils ont vaincu le terrorisme djihadiste, parce qu'on voit aujourd'hui les nouveaux défis qu'il y a au niveau africain, ou même au niveau mondial, c'est le terrorisme. Et l'Algérie était bien en avance. Finalement, l'expertise algérienne est maintenant exportée, et c'est ce qui fait la force de l'armée algérienne. Et surtout, maintenant, on voit la modernisation qui continue avec les nouveaux défis, tout ce qui concerne la sécurité cybernétique, tout ce qui est cyberattaque. Tout ça, l'armée algérienne commence à s'adapter, et surtout, on voit aujourd'hui, je l'ai bien parlé au début, c'est le bouleversement du monde. On voit, il y a une restructuration stratégique au niveau mondial où tout le monde cherche à se réarmer. Mais l'armée algérienne est en avance, et surtout sur le plan africain et le monde arabe. On voit que l'armée algérienne avait anticipé ça
où j'ai parlé au début, c'est une industrialisation de l'armée algérienne. Elle fabrique soi-même ses outils et ça, c'est très important. On voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'Europe, au niveau mondial, où tout le monde cherche à se réarmer et à faire face aux défis. L'armée algérienne est, on peut dire, une armée smart qui s'adapte au nouveau bouleversement du monde. Ahmed Kadeb, le spécialiste des relations internationales, je veux revenir sur la place de l'ANP au sein du monde arabe et de l'Afrique. C'est vrai que quand on discute, on a reçu à l'échiquier international des Syriens, des Palestiniens, des Égyptiens et même des Américains cultivés qui nous disent tout de suite qui ont vu la bataille d'Alger et qui remarquent cette synergie avec le peuple et aussi ce miracle de l'armée algérienne qui a su s'adapter aux époques, aux circonstances, aux séquences même parfois de crise. Comment vous expliquez, entre guillemets, cette adaptabilité de l'armée nationale? Donc, c'est une question peut-être qui remonte un petit peu à l'époque de la Révolution nationale. Pourquoi? Parce que c'était une guerre révolutionnaire, une guerre populaire, c'était véritablement une guérilla, et l'armée de libération nationale a été le fer de lance pour arriver à l'objectif ultime qui était l'indépendance du pays. Et on a vu, vous avez cité la bataille d'Alger, on a vu cette osmose qui existe entre l'armée de libération nationale et le peuple. Donc le peuple qui englobe justement cette armée et fait en sorte que les militants, les moudjahidines, les combattants étaient dans leur élément naturel. Le peuple était bienveillant et était le premier protecteur de ces éléments-là, de ces moudjahidines, de ces combattants. Et ce qui fait la force aujourd'hui de l'armée nationale populaire, c'est que le peuple algérien est resté fidèle à cette tradition d'englober, d'enrober, de protéger son armée, parce que c'est une armée populaire. En premier et dernier lieu, on ne peut pas l'expliquer autrement qu'à travers l'anthropologie algérienne, qu'à travers des éléments de sociologie politique, pour dire que l'armée nationale populaire est une armée forgée dans la nation, dans la lutte de cette nation. Il faut peut-être revenir à l'ouvrage qui a été dirigé par Anwar Abdelmalek, le sociologue égyptien, qui a été édité par la SNED en 1975, L'armée dans la nation, où il essaie de faire une ébauche d'une sociologie militaire pour comprendre les mécanismes, cette dialectique qui existe entre une société, son armée, et cette société en lutte révolutionnaire contre l'impérialisme. Et c'est ce qu'a justement vécu l'Algérie durant le combat libérateur et ce qu'a démontré l'armée nationale populaire, notamment à travers son engagement au Moyen-Orient en 67 et en 73. C'était une guerre contre l'impérialisme occidentalo-sioniste et l'Algérie était aux avant-postes. L'Algérie, son armée, si Saïd l'a bien dit, a également défait un autre type d'impérialisme, celui de notre voisin marocain, donc qui avait des visées expansionnistes, irrédentistes, qui voulait arracher des pans entiers du territoire algérien au lendemain même du recouvrement de la souveraineté nationale en 62, donc ce qui fut appelé la guerre des sables. L'Algérie a su défendre son territoire et tous les éléments de la LN, la Wilaya 3, commandée par Amrar, Mohamedou El-Hajj, c'est donc trêve de dissension politique. Donc c'était véritablement un moment de communion, d'unité nationale où l'armée nationale algérienne, la nationale populaire, a fait front et barrage contre l'agression du Makhzen. C'est un moment également fondateur qui dénote également d'un autre trait sociologique, c'est l'unité nationale. C'est une armée forte par l'unité, par cette vision d'une seule armée
d'un seul peuple. Kamal Mansari l'a expliqué tout à l'heure. Donc, c'est véritablement un creuset de la nation qui fait barrage. Ce n'est pas une armée confessionnelle, ce n'est pas une armée régionale, ce n'est pas une armée de caste, ce n'est pas une armée d'une taïfa. Non, c'est une armée nationale populaire. C'est ce qui a fait sa force depuis la guerre de révolution nationale jusqu'à aujourd'hui. C'est une armée nationale populaire. On ne cessera jamais de le répéter. Finalement, le mot qui devrait résumer le propos d'Ahmed Kateb, ça serait modernité. C'est une armée qui intègre, démocratique, puisqu'elle intègre tout le monde, quelle que soit la région, quelles que soient les opinions, quelles que soient même les femmes et les hommes sont inscrits à la même enseigne. C'est une armée qui n'a pas été éloignée des défis, des crises. Vous en avez rappelé quelques-uns tout à l'heure. C'est une armée qui a été aussi, qui a pesé dans les institutions et avec des valeurs sur les institutions de l'Algérie depuis le début. C'est une armée à la fois forte, moderne et qui regarde vers le futur. Kamal Mansari, c'est unique dans le monde. Je le dis sans chauvinisme, sans peut-être nationalisme, mais c'est le cas quand on voit objectivement l'histoire. Bien sûr, un regard éclairé, un regard dépassionné, un regard distant, donc on comprend, même quand on est soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on comprend que, et on découvre que l'armée, la LN, qui a cédé le flambeau, qui a remis le flambeau à l'ANP a fait quoi? Elle a réussi à bâtir une nation en dépassant tous les clivages et les divergences. C'est ça ce qui est unique, c'est-à-dire elle n'avait pas négocié un pacte social sous la formule de Rousseau ou de quiconque. Donc il n'y avait pas déjà une négociation comme dans beaucoup de nombreux pays, où on négocie les postes, on négocie le contrôle du territoire sur une base régionale, sur une base confessionnelle. En Algérie, le problème ne s'est pas posé. Pourquoi? Pourtant, le colonialisme français a essayé de jouer sur les différents régionalismes et ils ont échoué. Y compris, c'est-à-dire, non, c'était au temps de la Révolution, ils ont tout essayé, tous les moyens étaient bons. C'est-à-dire, Ahmed Kateb parlait du fait que le peuple avait adopté ou avait soutenu les Moudjahidines, c'est-à-dire les révolutions, l'ANN, mais en payant un énorme tribut. Donc c'était 1,5 million de martyrs, des Algériens qui étaient placés dans des camps de concentration. La technique quand on parle de la bataille d'Alger, puisque vous avez posé la question de la bataille d'Alger, c'était la technique de la guérilla urbaine qui était en train de donner la parité aux embuscades, nées de la technique des Vietnamiens. Donc, que ce soit dans les villes ou que ce soit dans les montagnes, l'ANP avait déjà, l'ALN avait déjà une technique de guerre. Elle savait comment combattre l'ennemi ou le frapper, et en même temps, elle avait une stratégie qui est née, bien évidemment. Elle a commencé d'une manière embryonnaire à partir de la réunion de la Soumam. Donc, elle s'est convertie lors de la création de l'état-major en janvier 1960. C'était ça. Une fois qu'on a créé l'état-major, on savait pertinemment qu'il y avait une projection vers l'avenir et qu'il fallait justement, pour que cette projection ou les objectifs soient atteints, il fallait d'abord l'indépendance, donc on l'a eu. Donc la deuxième étape était de rassembler les Algériens autour de cet idéal, celui de construire une armée qui rassemble tous les Algériens. Bien évidemment, donc le Maroc a profité de la croyant que l'Algérie, et c'est ça qui était malheureux. Vulnérable. Non, le malheur, c'est qu'on n'attaque pas un pays qui sort d'une guerre d'indépendance. C'est un acte qui a été abject et qui a vraiment traumatisé les Algériens. On s'attendait à tout, sauf à ce coup de poignard dans le dos, et qui a poursuivi les Marocains toute leur histoire. C'est-à-dire que Hassan II a commis l'irréparable. Et à partir de là, que l'Algérie a été suspicieuse à l'égard du régime marocain et non pas du peuple, puisque l'interaction entre les deux peuples se passait normalement. Donc on est arrivé aujourd'hui à comprendre qu'il y a des défis. Les défis internes, il fallait développer le pays, sauter la pauvreté, parce qu'en 1962, nous n'avions que 7 ingénieurs. 7 ingénieurs. Et aujourd'hui, on arrive au sein de l'armée à avoir des instituts. Ce ne sont pas des usines qui fabriquent des armes, mais des instituts d'études stratégiques qui font de la prospection et qui disent
Où aller? Que avec faire? des laboratoires, Parce des qu'aujourd'hui, batailles, les défis sont devenus multiples et tellement complexes. On a la guerre de quatrième génération. On a aujourd'hui les guerres qui ont même. changé de forme, qui ont interpellé l'Algérie à trouver, à s'adapter avec cette nouvelle réalité, sans parler de la période 1990 jusqu'à 2000, la décennie noire, où l'armée a pris les devants tout en ayant comme substrat cette population qui la soutenait. Elle ne l'a pas soutenue parce que c'était une question vitale. Et quand on dit que l'armée est la colonne vertébrale du pays, ce n'est pas un simple slogan, c'est une réalité parce qu'elle se matérialise par le fait que chaque Algérien a un membre de sa famille au sein de l'armée. C'est-à-dire chaque famille a un membre lien avec l'armée. Au sein de l'armée. Et c'est ça qui a rendu le peuple qui a poussé le peuple à être autour de l'armée. Quand est-ce que l'Algérien devient véritablement patriote, y compris chauvin? Lorsqu'il y a un défi, lorsqu'il y a une menace extérieure ou une menace qui touche son armée. Parce que c'est une ligne rouge pour les Algériens. L'armée est une ligne rouge. Quelles que soient les opinions, les régions. Non, pas seulement les confessions, plutôt quelles que soient les convictions politiques, lorsqu'il arrive à l'armée, elle est intouchable, est une ligne rouge, et personne ne l'accepte, parce que au sein de cette armée-là, toutes les croyances, ou bien toutes les régions, ou toutes les tendances politiques se dissouent pour devenir un seul, c'est que la paix. On peut tout faire à l'extérieur de l'armée, sauf qu'à l'intérieur de l'armée, on ne peut ni être idéologique, ni d'idéologie, ni de tentative politique pour s'accaparer l'armée ou la conduire vers une route politique. Donc quand on arrive à l'armée, les Algériens sont d'accord sur une chose, elle est intouchable. On ne peut même, on a vu des appels qui se sont reproduits à l'extérieur, de s'attaquer à l'armée, de remettre en cause sa crédibilité et de s'attaquer à des personnes, notamment le haut commandement. Aujourd'hui, on voit que c'est une question qui ne bénéficie ni de l'adhésion des Algériens, encore moins de tous ceux qui sont, y compris les opposants, lorsqu'ils arrivent à l'armée, c'est une question de vie ou de mort. Saïd Ayachi, l'armée est garante du contrat social. On le dit aussi que l'armée forme beaucoup, en général, elle forme des ingénieurs, mais pas que, des informaticiens, enfin, des personnes qui sont bercées dans les sciences dures. L'ANP a 6 institut supérieur de formation en ingénierie. Et, revenons sur ces valeurs républicaines qui ont, tout au long de l'histoire, qui ont été visées, ciblées. On a parlé de l'attaque du régime marzanien, Kamel Moussali nous parlait de la crise en 88, de quelques catastrophes aussi naturelles. Cette armée, elle a été au devant de pas mal d'obstacles, elle a été ciblée, elle a été parfois diffamée, et pourtant ils ont continué à travailler, à former et à conjuguer l'Algérie pour le futur et justement et comprendre les dangers du futur. Alors juste pour, j'allais dire, expliquer le terme populaire. Populaire, et mes amis ici l'ont très bien expliqué, l'ont magistralement exposé. Ça peut s'expliquer en 2 mots. L'armée est le prolongement du peuple et l'inverse est vrai. Le peuple aussi, c'est le prolongement de l'armée. Il y a si Ahmed l'a dit, le terme est juste, cette osmose entre le peuple et son armée. Quant à le fait qu'elle soit ciblée, etc., c'est très simple. C'est parce qu'on sait que c'est le verrou qui empêche l'atteinte à toute forme d'atteinte à la souveraineté nationale. C'est l'armée. Si on en arrive à affaiblir l'armée, si on arrive à d'une certaine façon, à disperser l'armée, l'Algérie serait à genoux. Et c'est pour cela que d'ailleurs, pendant la décennie rouge, il y a eu toutes ces attaques contre l'armée, diffamatoires d'abord, le fameux Kitiku, etc. Tout ça dans le but d'affaiblir l'armée, d'une certaine façon, de la neutraliser, de la tétaniser, pour qu'on puisse mieux encore asservir l'Algérie, la faire rentrer dans le rang qu'ils espèrent eux. Et ça continue, hein? Bien sûr, ça continue. Ça continuera toujours. Ça continuera toujours. Il faut rappeler que pour notre armée, il me semble que cela est constitutionnel, si je ne me trompe pas, elle ne sort pas de nos frontières, sauf
dans les unités multilatérales commandées par les Nations Unies ou l'Union africaine, à la demande bien sûr de ces grandes organisations. Sinon, l'armée, c'est d'abord et avant tout un complexe qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire, encore une fois, pour ne pas être à la merci de qui que ce soit. Je me souviens d'un incident, si l'on veut dire, dans les années 80 déjà. Dans les années 80, l'Air Liquide, qui appartenait à une entreprise étrangère, a fait grève et il y avait une pénurie de gaz médicaux. C'est-à-dire, les cadres de Air Liquide ont fait grève et il y avait donc les gaz médicaux qui n'est pas livrés dans les hôpitaux. Une unité de l'armée nationale populaire est arrivée dans ces véhicules, elle a occupé les postes d'Air Liquide et l'Air Liquide, dans même pas 24 heures, dans les 12 heures, ont été servis dans les hôpitaux. C'est-à-dire que l'armée est prête à parer à toute éventualité qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, entraver la marche de l'État. Et cela partout, on l'a vu. En plus, qu'on peut ajouter que dans les inondations, que dans les tremblements de terre, dans les incendies, on voit l'armée. Les neiges Al-Bayat, par exemple, où la population est complètement coupée. Et cela, l'armée le fait parce qu'elle est populaire, parce que le peuple est en danger et qu'elle vient au danger à cause d'une cause naturelle. Elle vient au secours de son peuple. Et de ce côté-là, voilà pourquoi la vigilance est demandée, parce que tout simplement, quand l'Algérie est ciblée, c'est d'abord son armée qui est ciblée. Et dans l'armée, bien sûr, il faut inclure les services de renseignement. Il faut absolument toucher ces deux segments de l'armée nationale populaire pour qu'on puisse, d'une certaine façon, fragiliser l'Algérie et la mettre à genoux. Je donne ce chiffre, hein. Il y a eu 8000 opérations antiterroristes entre 2014 et 2024, c'est un chiffre énorme. Donc on voit aussi, il y a cet aspect d'ingénierie, de connaissance du terrain, de renseignement. Vous parlez de renseignement, pour ce qui est concernant nos services de renseignement, pour ce qui est du terrorisme, l'expertise algérienne est reconnue et il y a une très grande coopération avec les États-Unis d'Amérique en matière de terrorisme jusqu'à maintenant. Ça dure depuis donc maintenant 35 ans à peu près, parce que l'expertise algérienne est reconnue à travers le monde, y compris par la première puissance du monde, bien sûr, en la matière. Et l'Algérie continue de développer cette ingénierie dont vous parlez. J'étais étonné il n'y a pas longtemps de savoir qu'il y a des think tanks au niveau de l'armée. Il y a des think tanks un peu à l'image de l'INESC, mais qui sont purement militaires, qui travaillent avec des cerveaux militaires pour des missions d'intérêt national, bien sûr, pour des réflexions prospectives sur l'avenir de l'Algérie. Et je le dis encore une fois, l'armée est capable de se suffire à elle-même, c'est-à-dire dans tous les segments de la vie qui puisse lui permettre une action, j'allais dire, dans le cadre de ses missions, elle est capable de se suffire à elle-même et cela fait d'elle le rempart et le bouclier de la nation. On va voir comment justement cette armée se suffit à elle-même lors de la deuxième partie de nos échanges, tout de suite après la coupure pub. Bienvenue pour cette deuxième partie de l'édition spéciale consacrée à la journée nationale consacrée à la journée nationale de l'ANP. Bienvenue, justement, je reçois avec moi, qui nous rejoint pour compléter ce quatuor. Je parle bien entendu de Redouane Khalif, analyste politique. Bienvenue. Merci à vous. Alors, j'avais posé la question aux invités autour de la table. Je leur avais dit, qu'est-ce que vous inspirez cette journée du 4 août? Je vous pose la question rapidement. Oui, c'est une journée qui nous rappelle toujours qu'il y a une entité souveraine adoptée par le peuple, parce que le peuple algérien, c'est la plus grande réserve de cette armée. Et cette armée, c'est une continuité de l'ALN, et qui a arraché
avec beaucoup de sacrifices et de combats, la liberté, la souveraineté territoriale et surtout morale du pays et du peuple algérien. Elle est gardienne de cette souveraineté. Elle est symbole d'unité nationale. Elle protège, disons, l'Algérie de toute menace interne, qu'elle soit terrorisme, fléau politique, dérapage politique qu'on a connu. Et même en externe, on participe à la prospérité, à la sécurité du voisinage, 6000 kilomètres linéaires, surtout le Sahel. Et donc cette armée qui est aujourd'hui professionnelle, qui a muté vers le professionnalisme dans tous les domaines à caractère technologique, industrie militaire, et aujourd'hui elle s'implique dans le tissu économique. Elle révolutionne plusieurs secteurs. Cette armée aujourd'hui qui est symbole régional, elle est classée par son professionnalisme et par sa consistance, par sa vision. Notre armée a toujours prêché la paix, mais a eu toujours le devoir de vigilance. On a parlé justement du cachet républicain de cette armée, une armée républicaine donc populaire avec des valeurs héritées du momentum de novembre 54, avec un engagement qui a donné un rôle prépondérant à la femme. Comment peut-il en être autrement, qui a été actrice principale de la Révolution qui a abouti à l'indépendance. La femme a joué un rôle, et non des moindres, au sein de notre institution militaire. On y revient justement avec un sujet signé Maria Chouir. Elles étaient infirmières, messagères, combattantes, poseuses de bombes. Elles étaient tout simplement moudjahidettes dans une Algérie en lutte, où des milliers de femmes ont risqué leur vie pour la liberté nationale. Dans les maquis aux côtés des hommes de l'armée de libération nationale, des milliers de femmes se sont engagées pour l'indépendance. Certaines prenaient les armes, d'autres transportaient des messages, hébergeaient des moudjahidines ou soignaient les blessés. Le danger était partout, mais la détermination l'était aussi. حاسبة بن بوعلي, Jamila Bouhired, Zohra Drif, Jamila Bouazza, Maryam Bouattoura, pour ne citer que celles-ci parmi les héroïnes de notre patrie connues pour leur parcours militant exceptionnel en Algérie comme à l'étranger et leurs exploits inégaux qui resteront gravés en lettres d'or dans la mémoire collective de la nation. Aujourd'hui, leurs visages ressurgissent dans les rangs de l'armée nationale populaire où des femmes formées, gradées et actives perpétuent cet engagement. Officières, pilotes, ingénieurs, elles incarnent la continuité d'un combat pour l'émancipation et la souveraineté nationale. Aujourd'hui, cet héritage perdure. Dans les casernes, les académies militaires ou les terrains d'opération, les femmes de l'AMP incarnent la continuité d'un engagement commencé il y a 63 ans. Dernièrement, lors de la cérémonie annuelle de sortie des promotions militaires organisée à l'Académie militaire Houari Boumediene de Cherchel, le président Abdelmajid Tebboune a élevé plusieurs femmes au grade de général au sein de l'armée nationale populaire. Une décision qui marque une étape décisive dans l'histoire militaire algérienne, où les femmes accèdent désormais massivement aux plus hauts échelons de commandement. Ces femmes moudjahidettes d'hier et combattantes d'aujourd'hui rappellent que la révolution au féminin ne sera jamais une histoire oubliée. Un sujet donc signé Maria Chouir, c'est presque une évidence que de dire que les femmes ont participé activement à la lutte pour l'indépendance. Si on le voit, elles continuent à concourir à la modernisation et au développement de notre armée, de notre institution militaire. Mahdi Boukaouma, la femme illustre ce qu'on disait lors de la première partie, c'est-à-dire au développement, à la modernisation de notre institution militaire. Oui, si vous parlez le rôle de la femme, là où je suis en vacances à Ifarhounen, il faut rappeler que Lalla Fatma Soumer sort de là. La femme algérienne a contribué
au premier jour de combattre le colonialisme et aussi durant la révolution algérienne, où aussi ma grand-mère était moudjahida, et plein de mères ici, de grand-mères, elles ont participé au niveau de toutes les villes algériennes, et surtout si on parle de la bataille d'Alger, où c'était les femmes algériennes comme Hassiba Ben Bouali qui portaient les couffins, et surtout ça, qu'il faut rappeler le rôle de la femme algérienne durant la révolution algérienne et après la construction de l'État algérien, où il n'y a pas, on peut dire, on voit aujourd'hui dans beaucoup de monde, ils parlent du rôle de la femme. Le rôle de la femme a été très important durant la révolution algérienne et aussi dans l'ANP, où il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme à l'intérieur de l'ANP. C'est ce qui fait la force de l'Algérie. Aujourd'hui, on voit des femmes médecins militaires, des femmes générales. C'est ce qui porte aussi l'adhésion de la femme algérienne à la construction de l'État algérien et aussi à la force algérienne et de la cohésion nationale. Et surtout, le rôle de la femme est très important aujourd'hui parce que ça rentre dans ce que peut faire la femme algérienne, surtout pour le développement de l'armée nationale et surtout son rôle dans la société. Il faut rappeler que toujours la femme algérienne était, durant la révolution algérienne et au premier jour pour le Haraka al-Wataniya, si on parle même avant, toujours la femme algérienne a toujours été héroïque dans son rôle au niveau de l'armée populaire nationale et durant la Révolution et aujourd'hui. On le voit avec les images qui défilent des femmes promues au grade de général de l'ANP par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. C'était lors de la célébration du 5 juillet dernier. On l'a dit, l'institution militaire est une institution diversifiée et intégratrice où la femme a toute sa place. C'est une première dans le monde arabe et même sur le continent, Ahmed Kateb. Oui, ça dénote de la modernité de l'ANP. Il y a l'égalité des genres, c'est important. La femme est aux côtés de l'homme, non pas dans les unités uniquement, mais même dans la chaîne de commandement. C'est important de promouvoir cette image d'une ANP moderne qui intègre un segment très important de la société. La gente féminine, c'est pratiquement 48 à 49% de la population algérienne. Il y a eu récemment un basculement entre le nombre hommes-femmes, mais ça reste un segment très important, une bonne moitié. Donc on ne peut pas exclure la moitié de la société algérienne dans cet effort de défense nationale et puis dans cet effort de modernité sociologique, mais également politique. C'est un gage majeur de l'entrée de l'Algérie de plein pied dans cette modernité. On a souscrit aux différents objectifs de développement, aux différentes chartes des Nations Unies. Donc on est de plein pied dans cette logique qui veut que la femme soit promue au sein des différents segments qui font la société. Donc c'est quelque chose de très important. On est dans cette noblesse de la reconnaissance de l'effort de nos mères, de nos grands-mères durant la guerre de libération nationale, et ce n'est que justice rendue aux femmes d'aujourd'hui que d'accéder à des postes de commandement. Le président, on l'a dit, a nommé plusieurs femmes au rang de général. C'est une première au sein du monde arabe, en tout cas pas avec cet élan. La symbolique est forte. Kamel Mensali, ici le président de la République, Abdelmajid Tebboune, envoie un message fort. Il prouve que l'institution militaire est la fille de son temps. Il n'envoie pas un message à l'intérieur, simplement à l'extérieur. Donc les deux, c'est-à-dire à l'extérieur et à l'intérieur. Et quand on voit ce qui se produit, la chance qui est donnée, ou l'occasion, l'opportunité qui sont données à la femme au sein de l'ANP aujourd'hui, c'est parce que c'est le prolongement d'une philosophie et d'un concept qui existait au temps de la Révolution. Il était anormal que cette femme qui a participé par le sang, par le sacrifice, par un tas d'engagements pour la liberté de ce pays, qu'elle se retrouve exclue dans la construction de ce pays à travers la colonne vertébrale du pays qui est l'ANP. Donc c'était pas normal. Donc on voit que l'armée donne l'image, bien sûr, elle n'est pas sexiste, c'est impossible. Donc on peut aujourd'hui dire certes que la femme, elle a son rôle. Ce n'est pas une question c'est pas une propagandisme, ce n'est pas quelque chose qui est fait juste pour plaire à une frange de la société. Parce que cette demande, elle existe. Il y a des écoles, les cadettes de la Révolution, elles se forment. Il y a beaucoup d'écoles qui forment les femmes pour rejoindre les rangs. Et c'est une volonté, c'est une vocation. De nombreuses femmes veulent le faire. Donc, il y a aussi cette image qu'on donne aujourd'hui. Et c'est dommage que cette
image que dans l'armée n'est pas répandue au sein de la société. Il y a comme un décalage. Comme un décalage entre l'image que renvoie l'armée, qui est une armée, qui montre une armée qui est ouverte aux femmes, qui leur donne leurs choses, et au sein de la société, au sein des entreprises probablement, dans d'autres institutions, cette parité n'existe pas, cette chance n'existe pas. Et pourtant, c'est quelque chose qui est constitutionnalisé. Il y a du militantisme féminin en Algérie pour exiger que cette parité existe et que la chance soit donnée partout. L'armée joue son rôle, d'autres pans de la société ne jouent pas leur rôle. Et c'est ça qui est aujourd'hui important de dire que ce pays-là a été libéré par les hommes et les femmes, doit être construit par les hommes et les femmes, que ce soit, si ce n'est pas de manière de parité, au moins par vocation ou par désir et par souhait des femmes elles-mêmes. Alors, peut-être une réaction avec cette modernisation de l'armée qui est illustrée par la promotion du président Abdelmadjid Tebboune des quelques femmes au rang de général. Moi, je dirais que auparavant, derrière chaque grand homme réside une femme. La femme algérienne, à travers l'histoire, a été toujours comme une abeille, offrant toujours des bienfaits, et combattante, et vigilante quand il faut. Aujourd'hui, la femme algérienne monte au devant de la scène. Elle est là, elle est au sein de l'armée, elle est au sein du tissu économique, elle est partout. Le meilleur exemple de la femme algérienne pour moi, c'est la femme du Shahid, des Shuhada, qui ont élevé des grands hommes aujourd'hui qui sont des hauts gradés au sein de l'armée, qui sont des médecins, des docteurs, des chercheurs, des savants, aussi des filles qui sont devenues femmes et qui sont devenues écrivains, qui sont devenues aussi médecins. Donc le rôle de la femme algérienne a été toujours là présent. Et donc, pour chaque Algérien, quel que soit son âge, la femme algérienne reste sacrée, reste synonyme de pureté, de symbole de cette Algérie qu'il faut préserver. D'ailleurs, on dit toujours notre Algérie mère patrie. C'est comme une mère. Donc la femme algérienne aujourd'hui prend les devants, elle l'a prouvé, elle le mérite, et j'espère qu'ils auront un avenir très prospère dans tout ce qui est primordial ou dans une projection d'une Algérie qui s'inscrit dans la démocratie, qui respecte sa constitution et offre tous les droits aux femmes algériennes. Je voulais qu'on s'arrête justement sur cette cérémonie du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et de ces femmes promues au rang de général. Depuis de nombreuses années, au sein des écoles militaires algériennes, on accueille l'inscription de femmes dans diverses spécialités, aviation, ingénierie, santé. Mais au niveau des grades supérieurs, leur progression s'est avérée un peu lente. Donc les nominations récentes visent à corriger ce déséquilibre. C'est pour ça que je voulais un peu qu'on insiste ou qu'on reste un peu sur ce point. Je ne le crois pas, c'est uniquement, j'allais dire, un concours de circonstances. D'abord, la promotion de la femme algérienne au sein de l'armée, pour ne parler que de l'armée, est encore une continuité de notre révolution. Si l'on prend le combat libérateur, il y avait d'abord les femmes qui ont combattu les armes à la main, il y en a eu, et on a des héroïnes maintenant universellement connues, mais il y a eu la femme qui, elle, préparait la galette, il y a eu la femme qui constituait les réseaux dans les villes, il y a eu la femme qui faisait le guet, c'était des combattantes. Et probablement, s'il y avait, j'allais dire, un recensement qui était fait ou une évaluation qui était faite, elles étaient aussi nombreuses que les hommes. Et donc, encore une fois, parce que c'est une révolution authentique, authentiquement populaire, il y a aujourd'hui la même chose. Il y a eu, quand je parlais de concours de circonstances, parce que tout simplement, au lendemain de l'indépendance, un certain conservatisme a fait que l'armée était réservée pour les hommes. Mais tout de suite après, le pays s'épanouissant, les ouvertures se sont faites et l'armée a accepté elle-même, elle a incité, elle a été attractive pour les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être ce décalage dont vous parlez. Néanmoins, nous sommes déjà arrivés à beaucoup de femmes générales, en proportion bien sûr, et avec d'énormes promesses d'avenir, avec les cadettes de la nation et avec les ingénieurs que nous avons dans les écoles militaires. Et donc, je crois que la place de la femme dans l'armée algérienne est maintenant bien faite et solidement installée. Et puisqu'on parle de la femme, il y a probablement
un petit clin d'œil à faire au pays du Nord, où il y a des femmes qui n'ont pas encore le même salaire que les hommes. Alors que chez nous, il n'y a pas cette disparité entre hommes et femmes, que ce soit dans les salaires, dans la vie civile ou dans la vie militaire, mais encore plus dans la promotion, dans l'évolution des carrières au sein de l'armée. C'est ainsi que nous avons le plaisir d'avoir assisté à la nomination et la décoration de certaines femmes généraux. Merci Saïd Ayachi. La journée nationale de l'armée populaire, aujourd'hui on continue d'en développer certains aspects. On l'a dit, l'Algérie force régionale, continentale avec des menaces et des défis inhérents à un monde de plus en plus instable. Justement, comment l'Algérie conjugue son industrie de la défense, son économie pour y faire face? Élément de réponse signé Khalidine Batache. Une armée professionnelle et puissante, c'est d'abord une armée consciente de l'importance de l'autonomie en matière d'industrie de défense. Une approche que l'armée nationale populaire algérienne a adoptée parmi ses principes fondateurs visant à faire de l'institution militaire une locomotive de l'économie nationale. Cette dynamique est symbolisée par la hausse des investissements internes dans certaines installations de production à hauteur de 22%. Une armée autosuffisante en matière d'équipement afin de doter ses différentes forces et direction du matériel nécessaire à son essor, notamment dans l'armement léger, les blindés, les drones. C'est l'objectif que s'est fixé l'ANP en apprivoisant les nouvelles technologies pour le développement d'une base industrielle forte et durable. Le taux d'intégration nationale dans certains équipements atteignait les 45% en 2023, selon le ministère de la Défense algérien. Grâce aux efforts fournis par des fleurons de l'industrie militaire nationale, à l'image de l'entreprise de construction mécanique de Khenchla, l'établissement de développement de l'industrie automobile de Tiaret, assurant la commercialisation de production des marques Mercedes-Benz et Sonacom, l'établissement de développement et de production des systèmes de technologie avancée, ou encore l'établissement de construction et de réparation navale qui se distingue par ses fabrications 100% algériennes dans le domaine de l'industrie navale. D'autres établissements spécialisés, notamment dans la fabrication et la rénovation du matériel aéronautique et naval, le matériel des transmissions, les véhicules, les industries mécaniques légères et lourdes, les industries électroniques ainsi que le domaine du textile ont développé leurs capacités afin de répondre aux exigences d'une mutation contextuelle et conjoncturelle régionale. Dans ce contexte, l'armée nationale populaire peut se targuer d'assurer 80% de ses besoins logistiques terrestres. En 2023, 12% des emplois directs créés ont été l'apanage du secteur industriel militaire. L'année aura également été marquée par l'exportation de matériel léger et pièces détachées vers 4 pays africains. On le voit, l'ANP conjugue son économie de défense au sein d'un contexte régional tendu et on le voit en intégrant des outils dernier cri modernes pour justement répondre à tout obstacle ou menace qui pourrait venir s'y concentrer, Ahmed Kateb. Enfin, l'armée algérienne est la deuxième armée en Afrique, après celle de l'Égypte, la 26e au monde. Donc c'est une armée qui n'a de cesse de se développer, mais surtout de se moderniser et de s'adapter aux défis, aux menaces. Et elle fait, disons, comme doctrine principale, une adaptation aux menaces tout en conservant ses principes. L'article 31 de la Constitution du 1er novembre de 2020 stipule que l'armée peut, à travers des mécanismes onusiens, africains ou arabes, participer aux opérations de maintien de la paix. C'est-à-dire c'est la seule condition pour que l'armée algérienne sorte de ses frontières. Sinon, c'est une armée de type défensif, de défense du territoire. Et là, l'ANP a mis en place de nombreux dispositifs pour garantir la sanctuarisation du territoire national. On a l'exemple du drone malien abattu le 1er avril dernier. Donc il y a cette sanctuarisation du territoire national. C'est une
c'est un point très important sur lequel il faut peut-être s'attarder parce que les menaces sont multiples, les défis également, mais surtout la nature de la menace a changé. Ce n'est plus une menace physique, mais ce sont des menaces de type non conventionnel, hybride, cognitive, et l'armée algérienne s'adapte à cet environnement mouvant qui fait que la stabilité, l'unité et la sauvegarde de la nation, du pays, de ses institutions reste la vocation principale de l'ANP. C'est quelque chose d'important, il ne faut pas perdre d'esprit, notamment le fait que l'armée algérienne est une armée qui se modernise, qui acquiert les derniers cris des technologies militaires. Pourquoi ce n'est pas une armée budgétivore pour attaquer? Au contraire, c'est une armée qui sanctuarise son territoire et qui est une armée principalement de défense du territoire et de la nation. Ça, les ennemis de l'Algérie l'ont compris, mais ne veulent pas l'admettre. Non-ingérence également et puissance stabilisatrice. Cela va de pair avec des capacités défensives qu'on a vu avec le papier signé de Khaled Batache dans un monde multipolaire. Mais justement, quels sont les défis principaux qui s'annoncent ou qui s'articulent ou qui se concentrent face à cette ANP? Quels sont, selon vous, les défis principaux qui se composent face à cette ANP? Il y a des défis courants actuels. Nous voyons comment l'instabilité dans la région pose un fardeau, pose un défi, devient un défi pour l'armée. Il y a aussi, l'armée a fait de la lutte contre le banditisme, contre le trafic de drogue, contre le terrorisme, ses principaux missions pour sauvegarder les frontières et protéger la population aussi. Donc elle a déjà des missions qui sont d'actualité, qui sont courantes depuis des années. Nous savons depuis 2011, la question de la Libye a accru, a augmenté, a intensifié ce risque de déstabilisation de la région et des menaces qui ont cours. Nous l'avons vu en 2013, lors de l'affaire de Tigentourine, lorsque des groupes armés sont entrés, et ce qui s'est produit ensuite, c'est-à-dire que l'Algérie, qui a une expérience en matière de lutte antiterroriste, la façon dont a été réglé ce problème et résolu cette attaque a fait verte au départ. Il y a eu des pays comme la Grande-Bretagne qui se sont offusqués de la manière avec l'Algérie avait pris en charge et réglé ce problème. Puis on a vu ensuite comment le président américain Barack Obama a dit non, c'était la méthode à faire face à des gens sans scrupules qui étaient prêts à tout pour justement imposer leurs dictats et leurs conditions et leur chantage. Donc l'expérience algérienne est reconnue. Et je reviens à ce que disait tout à l'heure Saïd Ayachi à propos de la coopération entre l'Algérie et les États-Unis, parce que c'est une école, l'Algérie, en matière de lutte anti-terrorisme. Lorsqu'il y a eu les attaques de 2001, le septembre 2001, on a vu comment les Américains avaient pris la question de la guérilla en Algérie, la bataille d'Algérie, comme une référence dans la lutte, comment les Algériens combattaient. Et en même temps, il y a eu des initiatives qui ont été prises par les États-Unis en concert avec l'Algérie, l'initiative du Pan Sahel, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, c'était en 2003, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, faisait craindre que la région du Sahel devienne un havre, une concentration allait attirer, parce que c'était une no man's land, les pays ne pouvaient pas tout contrôler. Donc elle a sollicité l'Algérie dans le Pan Sahel, la première initiative qui regroupait l'Algérie et d'autres pays. Et ensuite, en 2005, la Trans-Sahel, justement destinée exclusivement dans la lutte antiterroriste. Mais l'Algérie ne s'était pas arrêtée. Elle a créé le CEMOC parce qu'il fallait aller vers une coopération régionale dans la région du Sahel. Elle est allée encore plus loin. Nous s'associons à l'OTAN dans le cadre le dialogue OTAN-Méditerranée, dans la coopération dans la lutte antiterrorisme, notamment en Méditerranée, à travers l'initiative Forex et d'autres. Donc l'Algérie, elle a non seulement créé une politique, une stratégie de lutte contre les menaces, mais elle participe au niveau international
à la concrétisation des solutions pour faire face à ces menaces. Sur le plan interne, on a vu, c'est-à-dire même jusqu'à aujourd'hui, on voit comment la question l'exemple du drone malien qui est introduit, c'était pas simplement, l'ANP elle a abattu, et elle a lancé un message à tous les pays de la région parce qu'on a vu comment le Maroc, en essayant de montrer qu'il a une puissance de drone, en s'attaquant aux Polisario, il a tué même les civils. C'est-à-dire que demain, cette menace, ceux qui croient que les drones vont changer la donne parce que ce qui se produit en Ukraine aujourd'hui, depuis 2022, aujourd'hui, on croyait que cette histoire de drone, que le drone allait changer la donne, imposait une nouvelle réalité militaire. L'Algérie a dit non, c'est pas possible parce que nous avons les moyens technologiques de contrecarrer cette menace et que le déséquilibre de poids ou le poids, faire en sorte à ce que l'avenir des guerres se fait par les drones n'est pas réellement une solution face à une armée qui a développé une riposte et qui aujourd'hui donne un message, elle envoie un message clair à tous les pays que ne comptez pas sur les drones pour venir nous menacer, encore moins violer notre espace territorial. Justement, je vais demander l'avis à Mehdi Boukaouma. Ce que nous disait Kamal Moussali au fond, c'est qu'avec l'introduction des drones, on avait une volonté de changer la dialectique des rapports de force au sein du Sahel. Et on a vu avec l'incident du drone du 1er avril que l'Algérie était bel et bien à la pointe de ce type de technologie, puisqu'on a vu la réponse et derrière on a vu aussi une forme de diplomatie militaire. Bien sûr, il faut rappeler certains principes de politique étrangère et de puissance. L'industrie militaire reste un déterminant très important de la puissance algérienne au niveau régional. Si on parle aussi de la sécurité régionale au niveau du Maghreb ou du Sahel, l'Algérie est une force stabilisatrice et aujourd'hui elle est considérée comme un État pivot pour la sécurité régionale au Maghreb, même en Méditerranée et même au niveau africain. Alors la maîtrise de l'Algérie, on a vu l'événement d'avril, le drone, c'était la maîtrise algérienne et l'expertise algérienne, comment intercepter un drone. On voit où beaucoup de puissances étrangères et surtout occidentales n'arrivent pas à maîtriser certains paramètres. On a vu, comme vos interlocuteurs ont parlé de la guerre d'Ukraine, on voit que l'Algérie s'est adaptée aux nouveaux défis dans la guerre des drones et aussi de la dissuasion algérienne, surtout qu'on voit, comme l'a rappelé votre invité, sur la menace. Les Marocains insistent sur le développement du drone, mais l'Algérie a su faire face à ce défi et surtout dans votre documentaire, vous avez rappelé que l'Algérie maîtrise maintenant la fabrication des drones algériens et c'est des propres drones algériens, c'est très important pour la dissuasion régionale et surtout que l'Algérie joue un rôle très important pour stabiliser la région et sur la sécurité régionale. Et surtout, on voit aujourd'hui que les États-Unis, les grands puissants de ce monde, insistent sur le soutien de l'Algérie et le rôle de l'Algérie comme force stabilisatrice au niveau régional. C'est pour ça ça reste le développement de l'ANP et surtout dans le domaine de l'industrie est un déterminant très important pour la puissance algérienne au niveau régional. Lon Khalif, peut-être une réaction. On nous envie notre armée, on nous envie le lien à notre armée avec son peuple. Parce qu'aujourd'hui, on a une armée qui a une réflexion intelligente. On est passé de cette armée qui faisait dans la formation des techniques de combat et de manipulation des armes à une armée professionnelle. L'armée prend en charge l'éducation, la formation, la consolidation du tissu social et la promotion de ses engagés en post-engagement pour s'insérer dans la vie sociale. Aujourd'hui, on est dans des techniques très poussées, on est dans la veille électronique, on est dans l'information stratégique, on est dans les technologies de pointe, tout ce qui concerne les télécommunications et les systèmes de maîtrise. Donc si on prend comme exemple l'école des cadets qui prend les enfants de l'Algérie depuis leur jeune âge et qui les forme sous tous les points, même religieux, et sur les principes fondamentaux de l'Algérie et de sa souveraineté, et qui leur ouvre les portes, pas seulement dans la stratégie,
mais dans le management, dans la formation, pour qu'ils soient des formateurs après. Et donc, il y a plusieurs débouchés et plusieurs branches pour ces cadets pendant leur engagement. Et après fin de contrat, ils ont cette chance de s'intégrer facilement dans la société ou même dans le tissu économique, qu'il soit libéral ou industriel. C'est une sorte de d'équilibre, consolidation et d'équilibre. Parce que généralement, auparavant, c'était les familles qui étaient un peu diminuées, qui orientaient leurs enfants vers l'armée. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des bacheliers qui sont de familles aisées, mais qui voient en l'armée algérienne, sous tous ces aspects, un avenir sur deux plans, un avenir personnel lié à un avenir d'un pays. Justement, je voulais, c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire dans le Khalif, sur cet aspect d'intégrer des jeunes de toute tendance et tout environnement socio-économique, mais je voudrais qu'on revienne sur cette zone du Sahel qui est devenue une zone objectivement instable. L'approche algérienne doit sans cesse s'adapter, on l'a vu avec l'épisode du drone qu'on vient de rappeler, une zone avec des facteurs parfois aléatoires. Le Sahel, c'est un secret pour personne, est devenu aussi un terrain de jeu des grandes puissances. Saïd Ayachi d'Algérie est forcément observatrice de cette dialectique au sein de ce Sahel. Pas observatrice, elle a été acteur. Elle a été acteur dans, il n'y a pas si longtemps que ça. Je rappelle que l'Algérie, d'abord par solidarité et par souci de bon voisinage, a toujours aidé les pays du Sahel à se développer, y compris financièrement et matériellement, mais aussi du point de vue sécuritaire avec maintenant les autres. Je disais observatrice pour justement parler de non-ingérence, surtout, mais forcément, elle est actrice. Voire, oui, elle est actrice. Voilà, ouais. Elle est profondément actrice. Sauf que justement, maintenant, on ne veut pas qu'elle agisse. Voilà le problème. Mais je développe, si vous permettez. Je vous en prie. Et donc, il y avait ces ordres terroristes qui écumaient donc, ces trois pays du Sahel. Et souvenez-vous que l'Algérie, d'abord, a initié et encouragé les accords d'Alger en 2015 pour ramener la paix au Mali. Et ensuite, il y a eu le CEMOC et l'UFL, c'est-à-dire le CEMOC pour les chefs d'état-major et l'UFL pour les services de renseignement pour mutualiser les efforts, pour s'entraider, pour pouvoir contenir les ordres terroristes. Malheureusement, il y a un pays colonialiste qui a jugé que cette action n'était pas bonne pour ses intérêts, en l'occurrence la France, et qui est venu, souvenez-vous, avec l'histoire Serval d'abord, qui a été une grande arnaque vis-à-vis du pouvoir de Bamako, parce que tout simplement il fallait détruire le CEMOC et l'UFL pour installer, souvenez-vous aussi, le G5 Sahel et une politique où la France était celle qui ordonnançait ce qui se passait au Sahel. Et on a vu les résultats. Résultats d'abord, une prolifération encore des ordres terroristes et la France, tant mieux, chasser des pays du Sahel, mais on aurait laissé l'Algérie faire ce qu'elle a fait. Je crois qu'on serait maintenant loin de cette situation tout à fait regrettable qui sévit dans les pays du Sahel et qui a donné lieu à des développements regrettables en tout cas. Mehdi Boukarouma, quand on observe simplement une simple carte de l'Algérie intégrant ses voisins proches, le Marzen avec son mariage contre nature, avec l'hydre sioniste, le Mali, la Libye, la Méditerranée, on va en parler, le Niger, l'ANP doit être sur plusieurs fronts, en tout cas doit à la fois être actrice et observatrice sur plusieurs fronts, elle doit en même temps allier prudence, ambition, vision, c'est pas chose aisée, c'est un réel défi qui se pose pour l'institution militaire et ses géostratèges continuellement, régulièrement, quotidiennement. Bien sûr, il faut rappeler que le défi du Sahel et de la sécurité régionale au niveau du Maghreb, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est les 15 dernières années que l'armée algérienne fait face aux défis quotidiennement. Il faut rappeler que les changements géopolitiques depuis 2010 au niveau de ce qui s'est passé en Libye et soi-disant du Hiraka Arabi ou du Rabi al-Arabi et les conséquences sécuritaires, le désastre sécuritaire qui a eu lieu au Mali, au niveau du Sahel, tout ça, l'armée populaire a fait face à ces défis quotidiennement. Et surtout, ça a encore amélioré le professionnalisme algérien qui reste
l'armée algérienne toujours sur le qui-vive au niveau de ses frontières. Et surtout, le mérite revient comment cette armée a pu faire face à ce défi et aussi contrôler tout le long du territoire algérien, des frontières algériennes, que ce soit au sud, au nord, ou à l'est, ou à l'ouest. Et surtout, quand on voit ce qui se passe avec la menace du Merzen, malheureusement, avec l'entité sioniste, et surtout le conflit du Sahara occidental, tout ça reste l'ANP fait face à ces défis quotidiennement, et surtout que la sécurité régionale est très importante et l'Algérie reste l'état pivot pour stabiliser toute la région de la Méditerranée et surtout de la sécurité régionale. Et surtout, moi, en tant que ma thèse de doctorat était sur la sécurité régionale du Maghreb, on a fait face à comment l'Algérie a eu s'adapter. Sur ça, c'était mon étude, surtout comment l'armée a pu faire face à ces défis. Surtout, il faut, comme on l'a dit depuis le début, personne n'arrive à comprendre c'est quoi l'ANP, parce que l'ANP c'est une armée républicaine et aussi issue du peuple algérien. Il y a une symbiose et un lien très particulier entre le peuple et l'armée, et c'est le peuple en réalité qui est en train de défendre cette nation et cette patrie. C'est pour ça aujourd'hui l'Algérie fait face aux défis quotidiennement, et surtout cette armée qui se développe et s'adapte, et comme je le rappelais, c'est une armée smart, parce que c'est pas tout le monde qui peut être smart. L'Algérie a compris, et surtout l'ANP et l'état-major a compris qu'il faut cette armée s'adapte au niveau des défis. C'est pour ça qu'on voit l'industrie militaire, tout ce qui est nouvelles technologies, la cybernétique, la sécurité cybernétique, tout ça, l'armée algérienne s'adapte aux nouveaux défis, et surtout que l'armée est très en avance par rapport aux autres pays africains, aux pays arabes, parce que c'est une armée qui s'adapte, et surtout avec ce développement, elle impulse un nouveau souffle même pour l'économie nationale, et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui cette armée qui rend l'Algérie une puissance régionale, une force stabilisatrice au niveau de la région du Maghreb et du Sahel et de la Méditerranée. Alors après le Sahel, il y a un autre théâtre où l'armée s'adapte plutôt bien, mais on n'en parle pas assez. C'est un théâtre géostratégique très important et où les défis ne manquent pas, la Méditerranée. Et justement, on va donner la parole à un spécialiste français de la Méditerranée et de la marine, de la défense de la marine, qui nous évoque le savoir-faire, la maestria de l'Algérie. On écoute et on revient juste après. Vous l'avez dit aussi, Président Chassaigne, sur la marine. Là, ceux que nous avons auditionnés nous ont fait état d'une marine d'une qualité professionnelle qui mérite le respect, qui force le respect et qui prouve que l'Algérie a des capacités militaires très importantes. Tous ceux que nous avons auditionnés nous l'ont dit. Les exercices conjoints qui ont été faits entre la France et l'Algérie avant que certaines tensions ne naissent ont permis de restituer ce retour d'expérience sur un niveau de qualification très nettement supérieur. Et ce qui se passe dans le réarmement et cette course à l'armement entre les deux pays qui sont les plus tendus, qui ont les relations les plus tendues, à savoir le Maroc et l'Algérie, montre quand même un gros déséquilibre, avec une Algérie qui est une grande puissance et un Maroc qui ne pourra, malgré tous ces efforts que l'on voit, ne pas arriver au niveau où est l'Algérie aujourd'hui. Vous l'avez entendu, comme moi, c'est l'un des spécialistes des forces navales françaises qui luttent. L'Algérie est une force navale majeure au sein de la Méditerranée. Une audition qui a eu lieu en 2022 dans le cadre de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. Tout est dit, Ahmed Kateb. Parfaitement. L'Algérie, donc, par sa marine, remonte dans l'histoire, n'est-ce pas ? Celle de la République d'Alger entre 1518 et 1830, donc qui était une force navale qui concurrençait l'Espagne de la Reconquista et qui concurrençait et qui tenait la dragée haute aux différents États européens à l'époque déjà. Aujourd'hui, l'Algérie est un véritable verrou stratégique en Méditerranée occidentale. Donc on est proche de Gibraltar, on n'est pas loin du détroit de Sicile, donc l'Algérie occupe une position géostratégique majeure au cœur de cette Méditerranée occidentale, et la marine algérienne est une marine qui a fait ses preuves, notamment lors d'exercices conjoints, que ce soit avec la France, avec l'Italie, les États-Unis, avec l'OTAN ou avec d'autres marines. Donc l'Algérie a une projection de force en Méditerranée, c'est une force stabilisatrice, et quand elle veut, quand il y a peut-être, il y a des théâtres de confrontation majeure,
l'armée algérienne pourra répondre présente et relever le défi. Et c'est ce que dit en filigrane cet expert français. C'est vrai qu'à Moussali, on ne parle pas beaucoup, enfin, du moins les non-spécialistes ne parlent pas beaucoup de l'impact, de la dimension de nos forces navales. Et il nous le dit que nos forces navales sont bien loin devant par rapport à notre voisin direct. Absolument, de par la géographie. Juste pour rectifier une petite remarque pour Ahmed, notre armée, enfin notre force navale au temps des Ottomans s'est disloquée en 1827, à partir de la bataille de Navarin. Sinon, nous aurions fait face avec notre marine à la France. Donc nous avons perdu pratiquement toutes nos forces. Enfin, l'Empire, ou bien la Régence avait perdu ses forces. Pour revenir à ta question, Karim, nous avons la géographie déjà. Le littoral, 1200 km, c'est un peu énorme comme pour un pays par rapport au Maroc ou par rapport à d'autres. Et en plus de ça, c'est un territoire qui fait face à l'Europe du Sud et qui oblige l'Algérie à s'adapter en fonction d'abord de ses capacités, des défis auxquels elle fait face. Nous avons certes on est plutôt une armée défensive. En étant une armée défensive, nous avons concentré tous nos efforts sur l'armée de terre. Et on oublie aujourd'hui de parler énormément, enfin de parler des forces navales. Nous avons des sous-marins, nous avons aussi beaucoup de formations. C'est une armée, c'est une force qui est justement, disons-le, ouverte sur énormément des changements qui s'opèrent. Elle a beaucoup de partenariats. Parce que ce qui est différent, c'est que les forces navales sont obligées de composer avec des pays qui ont une force navale. La France, l'Italie, y compris donc l'Italie, on a la Russie qui était notre principal pourvoyeur. Nous avons toutes nos forces. Aujourd'hui, nous avons diversifié parce qu'on voit l'expérience acquise par les Chinois en matière de corvettes, en matière de bateaux de surveillance. Donc nous sommes porte-avions aussi. Oui, mais on n'a pas de porte-avions. Non, je parle des Chinois. Oui, parce que la Chine, tous les défis qui se trouvent en mer de Chine l'obligent à avoir une force navale très importante. Nous, notre voisinage immédiat, c'est-à-dire nous avons bâti cette force, l'AMP a bâti ses forces sur les forces terrestres. Ceci ne nous a pas empêché de développer notre force aérienne aussi. Il faut savoir que la force aérienne algérienne sont parmi les 20 premières au monde. Nous classons à la 19e place avec près de 3000 appareils, tout type confondu. Contrairement à l'armée navale, donc nous sommes en train de composer par rapport au défi qui nous est la lutte antiterroriste, la contrebande, et puisque nous sommes dans une sorte de partenariat avec les pays euro-méditerranéens et continentaux, donc nos forces ou nos exercices se font en fonction des besoins. Donc on ne peut pas avoir un porte-avions puisque nous ne sommes pas une armée agressive, nous sommes dans un rôle défensif, encore moins des croisiers, des bateaux de croisière, enfin croisiers, ce qu'on appelle de défense. Nous avons une armée, enfin une force navale, concentrée justement de la protection de nos territoires. Et je voulais justement parler au-dessus du Sahel parce que c'est très important de relever ça. Lorsque Saïd a parlé des défis, il a parlé de la France, on a oublié une chose, c'est que la France, au-delà de l'opération Serval et de Barkhane, elle a été l'élément qui a entretenu les groupes armés en payant des rançons. Et ce qui a été dénoncé par le haut commandement militaire algérien en 2022, lorsqu'il y a eu, lorsque la France a payé des rançons pour libérer des otages, et que ces terroristes, quand ils ont été libérés du Mali, on les retrouve à Tlemcen. Je ne voudrais pas qu'on revienne un peu en arrière. On était en train de parler des forces navales, mais c'était bien, votre remarque était justement de bon augure. Redouane Khalif, sur les forces navales et sur cette dissuasion stratégique, je le disais, le sujet n'est pas assez peut-être débattu, discuté en tout cas par les non-spécialistes, alors que c'est un sujet de plus en plus primordial quand on voit la géostratégie de la Méditerranée. Oui, parce que c'est une force bien développée, bien structurée, qui a un rôle très important sur la sécurité nationale et surtout très, très discrète dans son avancement technologique, dans sa maîtrise,
dans la formation de son personnel, et ceci reflète l'organigramme intelligent de notre armée nationale. Donc c'est divisé en segments, en blocs, et ces blocs se développent d'une manière décentralisée, ce qui prouve que les commandements au sein de ces segments sont très compétents. Et donc nous avons le bloc terrestre, aérien, qui est très développé aujourd'hui, et aussi le maritime. Donc cette symbiose entre les trois blocs de notre armée nationale, bien sûr, en symbiose avec les services de renseignement et de sécurité qui sont trop importants dans cette équation sécuritaire. Il y a toute une synergie. Oui, c'est toute une synergie qui a fait aujourd'hui qu'on a un corps solide avec une maîtrise des outils militaires et technologiques qui a permis à notre armée de résister à toutes les attaques sous toutes leurs formes, qu'elles soient sur les réseaux sociaux ou sur le terrain, comme on l'a vu dans le sud-ouest, où on a voulu créer une zone de tension. Mais aujourd'hui, l'Algérie est sur le qui-vive, elle est vigilante, mais il ne faut pas dépasser certaines limites. Vous me tendez une perche, Erdogan Khalif, il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais justement qu'on parle de l'ère de ces guerres de 5e génération, des guerres qui utilisent des cyberattaques, la désinformation, les batailles numériques, avec aussi parfois des guerres hybrides. Justement, quel est le rôle pour le renseignement militaire dans un tel contexte? Je ne sais pas qui veut réagir, Saïd Ayachi. Bien sûr, l'armée nationale populaire n'est pas en reste. Avec ces guerres modernes, hein, je parlais des guerres modernes, des guerres hybrides, des guerres avec moins d'armées, mais beaucoup plus de désinformation. Bien sûr. C'est le meilleur exemple. Je crois que cela n'a pas échappé au commandement de l'ANP de développer ce secteur et nous avons, je crois, sur ce plan-là, les outils les plus performants au niveau des secteurs concernés de l'armée nationale populaire. Nous avons même des écoles de formation en ce sens, aussi bien d'ailleurs au niveau de l'armée nationale populaire que de la gendarmerie nationale et nous faisons face à cette menace cybernétique à travers le monde, bien sûr. Nous avons atteint un degré maintenant très fort parce que dans tous les cas de figure, que ce soit au niveau de l'armée de l'air, de l'armée des forces navales, de l'armée terrestre, c'est d'abord la dissuasion. Il faudra que les gens sachent que nous avons les moyens de nous protéger et de nous défendre de façon efficace. Et ce message doit arriver à ceux, nous y reviendrons tout à l'heure, à ceux qui, d'une certaine façon, ciblent notre pays. Il faut qu'on sache que nous avons les moyens de le faire, et nous l'avons prouvé, y compris dans ces guerres de 4e génération, où maintenant il y a, au niveau de nos écoles supérieures d'une part, et au niveau des secteurs concernés de l'ANP d'autre part, un développement des dernières technologies en la matière qui sont capables de protéger le peuple et la nation. On a vu avec les exercices militaires dernièrement à la frontière avec le Merzen, avec les opérations SOMO, la première dont j'ai oublié la terminologie, mais en tout cas on voit que l'Algérie conjugue tout cet arsenal, ces moyens technologiques pour faire face à ces guerres de 5e génération, Ahmed Kateb. Oui, enfin, ce sont les guerres de demain. Donc c'est des guerres où on peut... à travers des milliers de kilomètres, appuyer sur un bouton pour qu'il y ait un événement dans un pays particulier. Donc on n'est plus dans l'ère des guerres dites conventionnelles, on l'a dépassé même si l'infanterie a toujours de beaux jours devant elle, mais ces types de guerres hybrides où l'information, ou plutôt la désinformation, la guerre psychologique sont un segment essentiel. D'où l'importance de la vigilance, d'où l'importance d'une appropriation, non seulement par les forces armées elles-mêmes, mais par la population. Il faut qu'il y ait une appropriation de ces problématiques, de ces dangers, de ces défis, comprendre que l'ennemi n'agit pas uniquement d'une manière matérielle, mais que l'ennemi peut s'introduire dans le mental de tout un chacun à travers les jeux vidéo, à travers les réseaux sociaux, à travers des films, à travers des séries. Donc il y a tout un effort qui est fait. On a dépassé la propagande
de type classique, on est dans une sorte d'engineering très sophistiqué où le mental est la cible principale de l'ennemi. Donc maintenant, l'adaptation n'est pas uniquement du ressort de l'ANP, mais c'est un effort national. Et là, il faut que tout le monde, les médias, les politiques, les partis, la société civile, les universités, jouent le jeu, s'intègrent et intègrent ce genre de menaces pour parer au lendemain. Et ça sera le mot de la fin. Malheureusement, le temps file pour notre émission spéciale du jour. Je tenais à remercier mes invités ici présents avec moi qui ont alimenté les débats de manière exemplaire. Je remercie Kamal Mansari, directeur de publication du Journal Indépendant. Merci d'avoir été des nôtres. Redouane Khalif, analyste en géopolitique et en politique. Merci d'avoir répondu présent, Redouane. Ahmed Kateb, spécialiste des relations internationales, merci d'avoir répondu présent. Saïd Ayashi, président du CNAPS et analyste politique, merci beaucoup. Et je tiens à remercier également à distance Mehdi Boukarma, docteur en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir été des nôtres. Merci vous, téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à très vite avec l'Échiquier international. D'ici là, portez-vous bien.